Donc on va passer tout de suite à notre deuxième intervention, je peux dire, introductive à cette séance, avant d'avoir un panorama des principaux outils de veille qui existent sur le marché, avec Frédéric Martinet, qui va nous parler de l'apport de la cartographie de l'information et de sa valeur et son utilité pour l'entreprise. Alors Frédéric Martinet, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Il est consultant en dispositif de veille et spécialiste, mais je pense qu'il va se présenter. J'ai vu un slide tout à l'heure où tu vas te présenter beaucoup mieux que je vais le faire tout de suite. Merci Mona. Alors tout d'abord, je voulais remercier le CND pour son accueil, parce qu'il y a des choses qui sont très dures à modéliser dans les réseaux sociaux, c'est tous les aspects qualitatifs, les relations, et ça c'est très dur à connecter, et à connecter, que ça soit sur Internet ou même que ça soit sur les réseaux humains. Et justement, moi je suis très attaché à la modélisation des modèles un petit peu complexes. Alors, je vais essayer de récupérer c'est le PowerPoint tout simplement. Voilà. Excusez-moi, juste un petit calage technique. Parfait. Et, donc je suis très attaché à l'analyse des réseaux un petit peu complexes, et particulièrement à l'analyse des réseaux humains, Social Network Analysis. Bon, je vais commencer par me présenter rapidement. Pardon. Donc, je suis consultant spécialisé en système de veille et dans l'accompagnement des entreprises sur la mise en place des dispositifs de veille et l'intégration des différentes solutions. Donc, mes clients, c'est principalement des grands comptes, principalement en France. Comme tout bon professionnel qui travaille dans la veille, je suis ce qu'on appelle un social media addict. Donc je passe énormément de temps sur les médias sociaux. Donc si vous tapez mon prénom et mon nom sur Google, vous trouverez assez facilement mes profils Facebook, LinkedIn, Viadeo, Twitter, Google+, etc. Parce que pour moi, en fait, les réputations, ça se résume à une occupation de l'espace numérique. Et s'il n'y a pas quelque chose de plus cartographique que l'occupation de l'espace numérique, je ne sais pas de quoi on peut parler si on parle de cartographie. Donc voilà, les pages Facebook, etc., etc. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de me présenter aussi sous forme de cartographie. Donc ça, c'est typiquement une cartographie de mon réseau Facebook, donc un réseau plutôt personnel, on va dire. Et fatalement, au bout de 10 ans passés dans le secteur de la veille et de l'intelligence économique, mon réseau personnel est aussi très proche de mon réseau professionnel. Et on voit assez facilement sur ce réseau-là, et ça c'est assez flagrant parce que vous ne connaissez pas forcément ces personnes-là, moi pour le coup je les connais très bien. Le calcul de la couleur en fait représente des clusters, représente des groupes d'individus. Et moi qui les connais bien, je vois assez bien apparaître les personnes qui habitent à Toulouse. Le petit accent que vous aurez peut-être reconnu, les personnes qui travaillent plutôt dans le secteur des agences de communication, les personnes qui travaillent plutôt dans le secteur de l'intelligence économique, et tout ça c'est calculé mathématiquement. Et donc je me suis dit, ok, les personnes qui sont autour de moi, quelles relations elles ont entre elles, lesquelles sont les plus appréciées, et finalement si je résumais les personnes dans mon réseau, on s'aperçoit que les personnes les plus actives, ça se limite à une groupe de 5-6 personnes qui sont extrêmement actifs sur le réseau social et qui génèrent énormément d'interactions. Et ça c'est très intéressant parce que j'ai beau les connaître, j'ai beau savoir que Marie-Laure elle passe sa vie sur Facebook et Twitter, je ne sais pas forcément quel est le niveau d'activité autour qu'elle va générer, quel est le niveau d'interaction. Ça me permet de valider qu'en dehors de son investissement, elle va générer une véritable activité. Voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on peut faire du quantified self. On peut arriver à se déterminer, à déterminer sa vie, à déterminer son activité avec un ensemble d'indicateurs, que ça soit chiffré ou que ça soit cartographique. Donc quels sont les constats aujourd'hui autour de l'entreprise et de l'information? Alors là c'est un petit peu la tarte à la crème, et je suis désolé parce que pour le coup il y a beaucoup de personnes qui ont abordé ces aspects tout au long de la journée hier. Mais moi j'ai entendu hier que, je crois que c'est Franck qui disait ça, que le monde n'était pas plus complexe hier qu'aujourd'hui. Je ne suis pas complètement d'accord. Je
Je ne suis pas complètement d'accord parce que quand vous devez traiter un document dans la journée, quand vous devez en traiter 10 000, pour celui qui doit traiter des documents, c'est un petit peu plus compliqué, surtout quand on vire des personnes et qu'on est en phase de restriction budgétaire, de restriction personnelle. Et pour le coup, pour les personnes qui travaillent dans la veille, dans l'information, le travail devient un petit peu plus compliqué. Donc on a aussi un environnement de plus en plus international, avec de moins en moins de contacts locaux. Aujourd'hui, pourquoi on a les mêmes titres sur tous les journaux? C'est parce que vous avez un correspondant à l'agence France Presse, parce que vous avez un correspondant à Reuters, et puis c'est tout quand même, les autres ils achètent l'information, il n'y a plus personne sur le terrain. Pour les entreprises c'est pareil, on a de moins en moins d'interlocuteurs qui sont délocalisés, qui sont sur le terrain. Donc on a des contraintes budgétaires, sécuritaires, juridiques, qui sont de plus en plus fortes, avec une information massive. Clairement, je ne sais plus, hier on parlait de l'information qui doublait, disponible tous les 9 mois, je crois, quelque chose comme ça. Bon, selon les sources, vous allez trouver des informations plus ou moins à 9 mois, à 6 mois, à 3 mois, ça dépend. Quoi qu'il en soit, il y a de plus en plus d'informations, c'est une évidence. Ça, je veux dire, personne ne peut le nier. Lourde à collecter, difficile à structurer. Je crois qu'hier la question est revenue plusieurs fois. Comment on collecte l'information? Et en dehors de comment on collecte l'information, c'est comment on va la rendre exploitable, comment on va la rendre lisible par des logiciels qui sont un peu stupides. Un logiciel, ça n'a l'intelligence que l'intelligence qu'on lui a programmée. Accessoirement, ça veut dire qu'il faut répondre à des règles et des contraintes très strictes, particulièrement en termes de format d'information. Et l'information est en plus coûteuse à exploiter. Une fois qu'on l'a collectée, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir prendre des décisions. Ça ne suffit pas de la lire, de la stocker. On parlait de stock, de flux. Aujourd'hui, on est dans le flux, on est dans le traitement de l'information. Le flux, ça veut dire qu'on ne stocke plus, ça veut dire qu'il faut traiter l'information avec un certain délai, une certaine rapidité. Donc, en tout cas, l'information aujourd'hui, elle est indispensable. C'est une matière de la création de valeur, c'est une composante essentielle du management de l'entreprise. Ça représente des problèmes, parce qu'il faut traiter cette information, mais ça apporte des solutions à partir du moment où on sait lire cette information. Donc, on a clairement une masse d'informations internes, avec une inflation galopante, une accessibilité des données limitées. Pourquoi c'est pas compliqué, hein? Vous avez 2 papiers, 2 post-it sur le bureau, vous allez trouver facilement lequel est le bon. Si vous mettez les 2 mêmes post-it au milieu d'une montagne de post-it, l'accessibilité des données va être beaucoup plus limitée. On a des outils de business intelligence, de reporting, qui sont des outils relativement figés. Oui, il y a des outils de business intelligence qui sont interactifs, qui sont dynamiques. Il y en a très peu qui permettent une manipulation des données, des croisements dynamiques avancés. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, ces données-là sont tellement massives qu'on génère des tables intermédiaires calculées pour pouvoir traiter la donnée et générer les dashboards. Donc vous pouvez rarement remonter à la base de données intégrale pour générer des états intermédiaires. C'est vraiment de la BI. Quand on parle de BI, on parle de téraoctets, on parle de téraoctets de données, et on ne manipule pas des téraoctets de façon dynamique ou en temps réel. C'est de la foutaise. On est obligé de générer des états intermédiaires. On a des données textuelles, c'est super, le texte, on peut le lire, on peut faire des résumés, extraire des extractions, on extraire de l'extraction d'unités nommées, mais c'est très dur de vraiment tirer la matière première. L'intelligence économique, c'est quelque chose de typiquement français. Pourquoi? Parce que les anglo-saxons ne s'embêtent pas avec le texte. Ce qui les intéresse, ça va être la donnée, le chiffre. Quand ils lisent un article, ce qui les intéresse, c'est la société qui a racheté telle société. C'est le chiffre d'affaires, c'est le développement des parts de marché. Et souvent, en dehors de ces données-là internes, on a des données externes qui souvent ne sont même pas collectées. Tout le monde fait de la veille de l'intelligence économique, ça aussi c'est une foutaise. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne font pas de veille, qui ne font pas d'intelligence économique et qui n'ont même pas le temps de s'occuper des données qui sont à l'extérieur. Donc des outils de business intelligence traditionnels, vision figée, difficile de manipuler des données, et finalement peu d'interactivité, et c'est très inefficient dans la représentation des relations. On a effectivement des chiffres, mais quelle est la relation entre une donnée, une variable et une autre? Il y a une quasi-impossibilité sur les outils de BI. Je dis quasi-impossibilité. On entendrait rarement utiliser le terme totale impossibilité. On est dans la nuance. Tout est possible dans l'informatique avec des budgets, des moyennes et une volonté. Là, en l'occurrence, les outils de BI aujourd'hui répondent à un marché sur lequel on a un budget limité et on va limiter l'interaction. Et surtout, ça manipule très peu de données textuelles. Le cas qu'on a vu hier sur le traitement SPSS, c'est génial. Moi, j'adore. Si les clients ils avaient 10 000 € à claquer pour faire du SPSS, pour extraire 10 concepts à l'intérieur
de 200 pages de documents, j'adorerais. Le problème, c'est que la réalité du marché aujourd'hui, elle n'est pas celle-là. Moi, je vais vous parler d'entreprise. Hein. Vous n'allez pas entendre des tests, des théories. Voilà. Je vous parle de mes clients, de leurs problèmes et du fait qu'il faut apporter des réponses concrètes avec des contraintes budgétaires, des contraintes d'hommes et de compétences. Donc la cartographie. Avant de pouvoir utiliser la cartographie, il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies. La première, c'est qu'il faut une problématique. Quand vous manipulez 200, 300, 400, 1 million de données, 1 million de points, si vous ne savez pas où regarder, ça ne sert strictement à rien. Et ça c'est quand on a les points. Mais avant ça, il faut savoir comment on collecte les points. Dans quel univers on va chercher la donnée qui va permettre d'alimenter la cartographie. On peut manipuler des ensembles de données et essayer de les lire, mais si on sait vers où on veut aller, comment on va orienter la collecte de données, on va se faciliter le travail et on va optimiser surtout, Et pourquoi une question? On ne fait pas de la cartographie pour que ça fasse joli. Si à un moment donné vous faites de la cartographie pour que ça fasse joli, ça ne sert à rien. On fait de la cartographie pour répondre à une problématique, pour lever un voile informationnel, pour lever le brouillard de guerre, pour lever la méconnaissance que l'on a de son environnement et faciliter la prise de décision. Donc ça, c'est un clic de derrière, on a des données, et si possible, des données structurées. Voilà. Et pas des pages web, et pas des fichiers qui ne sont pas prêts à l'exploitation. Donc ça, c'est typiquement un fichier de données qu'on peut avoir, qui est en phase amont. Ça, par exemple, c'est des fichiers de données que j'utilise sur Twitter. On collecte des fichiers Excel par colonne avec une date, à minimum, un auteur, un texte intégral. Ça, c'est la première phase. On les balance dans une machine, on va découper, on va extraire les personnes qui sont mentionnées, on va extraire les hashtags, et on va restructurer la donnée, on va calculer des états intermédiaires. En fait, on génère une vue selon un modèle conceptuel qui est le modèle de ce qu'on veut analyser. Il y a un modèle pour Twitter, un modèle pour Facebook, un modèle pour Wikipédia, un modèle pour les sites web. On a un modèle par environnement qu'on veut modéliser. Et donc derrière, on a ce modèle de données-là qui va être nécessaire pour modéliser sa cartographie. Pourquoi? Parce que dans une cartographie, imaginons que vous avez des points. Les points ont une taille, mais la taille, elle varie en fonction de quoi? Et comment on va calculer la taille de ce point-là? Mais tout simplement, il faut une donnée pour calculer ce point. Sur Twitter, c'est simple. On fait un classement, par exemple. La cartographie, il y a pour moi 4 objectifs qu'il ne faut pas perdre de vue quand on fait de la cartographie. C'est la clarté, la lisibilité, la simplicité et l'homogénéité. On ne met pas tout et n'importe quoi dans un modèle de cartographie. L'esprit humain peut difficilement s'encombrer sur un même espace de travail de milliers de modèles et passer de modèles. La cartographie doit être relativement homogène. Soit dit en passant, ces 4 adjectifs sont complémentaires. Ils veulent à peu près dire la même chose, c'est qu'une cartographie doit vraiment apporter du sens à la donnée. Et pour ça, elle ne doit pas compliquer la donnée qu'elle collecte et qu'elle modélise, elle doit la rendre au contraire plus lisible. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup de choses très simples qui peuvent être faites en termes de visualisation des données. Pourquoi c'est pas si simple que ça? Trimap, représentation en arbre fait par espace géométrique, assez simple, avec un code couleur qui correspond à la thématique. C'est, on va dire, c'est pas super abouti comme mode de représentation. Ce qu'il y a de très fort derrière, c'est que le carré, en l'occurrence, ici, le carré rouge par exemple, est modélisé en fonction du nombre d'articles qui parlent de ça. Ça paraît rien, mais sur un même label, retrouver à l'intérieur de milliers d'articles, des articles qui ne portent pas exactement le même titre, mais qui vont traiter du même sujet, c'est un vrai défi en termes de traitement lexical et traitement sémantique. En l'occurrence, ça s'appuie sur Google. Quand vous allez sur Google, cet article et X autres articles traitent du même sujet. Donc Google a développé cet algorithme-là, et finalement, la valeur de cette cartographie-là, on voit bien qu'elle n'est pas dans la représentation, elle est dans la capacité à, sous un même intitulé, reconnaître les articles qui parlent de la même chose. Et sans ça, cette cartographie n'a absolument aucune valeur. Donc, la seconde qualité de la cartographie, c'est de pouvoir apporter un axe de structuration de la donnée qui va éloigner le texte. L'idée, c'est pas de garder tout le texte. Hier, Raphaël disait qu'effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir garder le contenu. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Une cartographie, l'idée, c'est pas forcément de pouvoir à tout moment remonter dans le texte. C'est au contraire de simplifier les choses, sur l'ergonomie aussi. Et là, en l'occurrence, on voit les tweets
qui ont été traités sur un sujet et on voit ce qu'on peut en faire derrière, naviguer entre les interactions de façon dynamique et quelles sont les relations entre les personnes. Donc, ce qu'il y a de très fort dans la cartographie, c'est qu'en fait, moi je m'aperçois qu'au quotidien, je travaille avec des entreprises qui travaillent dans le secteur de la pharmaceutique, qui travaillent dans le secteur des télécoms, de la banque, et il y a des secteurs sur lesquels je ne comprends strictement rien. Au début, on parlait de vaccins, on parlait de live atténuated, on parlait de tout un tas de modes de production des vaccins, de Clostridium difficile, je ne savais même pas ce que c'était. Ça ne m'empêche pas de traiter des corpus documentaires. J'ai besoin des mots-clés qui vont me permettre de collecter la donnée de façon relativement ciblée, c'est-à-dire que je ne fasse pas rentrer tout n'importe quoi. En l'occurrence, sur ces difficiles, on a eu un gros problème, c'est qu'on a plein de jeunes en France qui disent c'est difficile, avec C, difficile. Et c'est un vrai problème que nous n'avons pas pu régler, si ce n'est d'avoir une personne qui va supprimer systématiquement c'est difficile. Parce que sur 140 caractères, vous avez peu de marge de manœuvre sur les équations qui vont permettre d'extraire tel ou tel contenu. En fait, avec ce corpus documentaire, en appliquant des algorithmes, en appliquant de la mathématique, on peut voir se dégager des choses sans même comprendre et sans même lire le contenu à aucun instant. Donc, troisième qualité de la cartographie, ça permet de mettre en évidence des relations. Et des relations qui ne sont pas forcément explicites, ou en tout cas qui ne sont pas dominantes dans la donnée ou dans le jeu de données. En l'occurrence, si on prend aujourd'hui, par exemple, les bilans ou les statuts sociaux des entreprises, ce qui va figurer énormément, c'est les parts dans le capital de telle ou telle entreprise. Et beaucoup de personnes s'attachent à modéliser les participations d'une entreprise à l'intérieur d'une autre entreprise. Or, on s'est aperçu que dans les entreprises, il y avait autre chose, c'est la consanguinité des conseils d'administration. Et que, en fait, c'était peut-être plus intéressant de regarder quelle personne siégeait à l'intérieur de quel conseil d'administration. Je suis désolé, je ne peux pas vous la montrer, elle est interactive, cette cartographie, c'est-à-dire que vous cliquez sur un lien, vous avez des liens qui s'animent, mais en fait, effectivement, il y a une très forte consanguinité à l'intérieur des entreprises du CAC 40 en France, et en fait, les grands managers d'entreprise siègent dans plusieurs conseils d'administration. Et pourtant, quand on regarde la plupart des modèles de données sur l'analyse des entreprises, ils ne se focalisent pas là-dessus, ils se focalisent sur les parts de capitaux. Et le même exemple est sur un site qui s'appelle Zeroul, qui repose sur le même modèle, c'est les relations entre les individus et les sociétés. Donc ici, j'ai pris un autre exemple sur la cartographie des réseaux sociaux. Donc celui de droite, vous l'avez vu X, Y, Z fois depuis le début de la journée. Celui de gauche, ça doit être la première fois, parce que celui-là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait. Et celui de droite, il est super intéressant, moi, de savoir que j'ai 500 personnes dans mon contact LinkedIn. C'est super, génial, ils se connaissent, c'est bien. Par contre, à gauche, c'est plus intéressant. À gauche, j'ai pris le mot intelligence économique, j'ai lancé site, LinkedIn, intelligence économique, pouvait être stratégique, pouvait être concurrentielle, etc. Et j'ai récupéré des URL. Je suis rentré sur ces URL, et s'il y avait des contacts qui apparaissaient à l'intérieur des profils Facebook, j'ai suivi les liens de contact. Et comme ça, j'ai un ordinateur qui a tourné plusieurs fois, qui a lancé les requêtes, etc. Pourquoi? Parce que LinkedIn, à chaque fois, renvoie une page un petit peu différente, selon que vous êtes passé une fois, deux fois, vous êtes connecté, pas connecté. Bon, j'ai fait ça dans McDonald's, pour que mon IP ne se fasse pas blacklister chez moi. Et comme ça, j'ai récupéré 25 000 contacts dans le secteur de l'intelligence économique. J'ai éliminé tous les parasites, c'est-à-dire ceux qui étaient en relation avec une ou deux personnes, des contacts principaux autour de l'intelligence économique, pour me focaliser sur le réseau que je ne connais pas, qui n'est pas dans mon carnet d'adresse, que j'ai capitalisé, collecté de façon furtive. Ça, c'est un vrai travail de cartographie. On a une vraie donnée à collecter, et on va automatiser la collecte de données de façon intelligente, et on va la structurer pour l'utiliser dans un logiciel de cartographie. Commercialement, c'est super intéressant. Et ça, c'est une très très forte demande. Enfin, aujourd'hui, clairement, je travaille sur des projets sur... On parse des pages LinkedIn et Viadeo, et on les parse tous les jours sur des noms d'entreprises. Et si le contact a pris plus de 4 contacts par rapport à la veille, on se dit, ah, peut-être qu'il cherche un job. Est-ce qu'il n'aurait pas ajouté des contacts de la société concurrente? Non, parce que s'il va s'en mêler à la concurrence, ça serait bien de le savoir. Et ça, c'est un vrai travail. Enfin, la concurrence, c'est pour une direction sûreté-sécurité d'un grand groupe. Et on surveille de façon très attentive
beaucoup de choses qui se passent sur les médias sociaux. Et LinkedIn Viadeo, ça nous a demandé juste 2 connecteurs, ça nous a demandé 3 mois et demi de travail. Parce que les systèmes de protection de LinkedIn et Viadeo sont extrêmement élevés pour éviter qu'on récupère leur base de données. Donc ici, une autre qualité de la cartographie, c'est de pouvoir localiser aussi dans l'espace. Cette plateforme, elle est super intéressante. Elle a été développée pour la zone Afrique. Et l'objectif, elle était d'optimiser la remontée terrain. Par SMS, par texto, vous pouvez envoyer un message à n'importe quel moment pour dire à cet endroit, là en l'occurrence sur ce projet-là au départ, c'est une personne se fait tuer, un village est en train d'être brûlé, etc., etc. Shahidi, ça s'appelle, c'est une plateforme open source qui est un mashup avec une plateforme texto, avec un algorithme sémantique qui permet de géolocaliser la donnée à partir des mots contenus dans le message. Après, tout un front office et un back office qui relève du CMS, et un mashup de géolocalisation avec un fond cartographique, en l'occurrence, je crois que c'est du Google Maps. Là-dessus, on a monté une veille concurrentielle qui s'appelle la menace chinoise. Pourquoi? À chaque fois que les Chinois font quelque chose, achètent un entrepôt, rachètent une entreprise, quelque part à travers le monde, le salarié de l'entreprise peut se connecter sur son iPhone, sur son iPad, par texto, par SMS, pour dire là j'ai vu cet article, telle entreprise chinoise vient acheter un local à cet endroit-là, j'ai vu cet article, etc., etc. Ça permet en temps réel quasiment de détecter sur le territoire ce qui se passe vis-à-vis des concurrents, en l'occurrence chinois. On en parlait hier à table. Ça, c'est un vrai projet. Et moi, je vous dis qu'aujourd'hui, les sociétés françaises, y compris Pointe, certaines sont très inquiètes sur la montée concurrentielle des entreprises chinoises. C'est très opérationnel, c'est open source. On a dépensé plus de budget à tester, à voir si on pouvait faire quelque chose avec que dans le logiciel. Il n'y a rien dans le logiciel, hein, c'est gratuit, c'est pas patché sur iPhone, iPad, tout est prêt. On a eu la même chose hier sur les vols où effectivement le territoire se dessinait juste avec les échanges. Et sur Facebook, en fait, ça se passe de la même façon. Là, c'est les échanges entre les personnes qui sont localisées à des endroits sur Facebook. Et les échanges qu'ils ont sur la plateforme permettent de localiser les différentes interactions. Ça a été fait par un stagiaire de Facebook qui s'appelle Paul Butler. Ça permet de spatialiser tout simplement la donnée. En fait, finalement, la cartographie, c'est relationnel. Il y a des indicateurs volumétriques, mais il y a aussi des indicateurs potentiellement géographiques. J'avoue que ce n'est pas forcément sur ces indicateurs-là aujourd'hui que je travaille le plus, mais en tout cas, c'est un vecteur de plus. Hein. La cartographie, on peut rajouter le temps, on peut rajouter la localisation, et on peut rajouter le contenu et la relation. Donc, quels sont les usages de la cartographie? Là, tous mes copains, ils m'ont aussi la planche hier. Ils ont pris mon boulot. Donc je vais très vite, hein, tout ce qui est R&D, les relations entre les technologies, les laboratoires, les sociétés. Ça, c'est un projet sur lequel j'ai bossé. L'idée, c'était de dire, il y a des chercheurs qui travaillent dans des laboratoires qui sont sponsorisés par des sociétés. Ce n'est pas une relation explicite. Donc il va falloir la déterminer à travers les dépôts de brevets. Parce que quand vous déposez une publication, un brevet, vous le faites des fois votre nom, des fois au nom de l'entreprise, ça dépend du labo de recherche. Et si on peut savoir quelle est la société qu'il y a derrière, on peut savoir quelle société s'intéresse à travers quel chercheur, quelle technologie. Donc identifier des technologies complémentaires, voilà, quel brevet est déposé avec quel brevet par quel laboratoire de recherche, quelles sont les synergies qui sont envisagées au niveau des laboratoires de recherche pour savoir en fait comment bougent un petit peu les technologies clés, les technologies génériques, les technologies complémentaires à ces technologies génériques. Le marketing, l'identification des affinités entre les chercheurs, les rapprochements entre les sociétés, les laboratoires, marketing, relations entre les concurrents et les clients, tout simplement, quelles sont les relations entre les concurrents et les clients, les relations entre concurrents et fournisseurs. On parle de veille fournisseur, un fournisseur, des fois, dans une entreprise, c'est essentiel. Il fournit un produit, parfois unique, à un certain prix. Et s'il vous lâche, ça peut vraiment remettre en question votre activité commerciale, la structure des réseaux commerciaux sur LinkedIn et Viadeo. Pourquoi ça ne marche pas LinkedIn et Viadeo? Moi, je ne sais pas, j'ai jamais signé de contrat avec LinkedIn et Viadeo, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement mal exploité. Parce qu'on fait, ceux qui font de la stratégie sur Viadeo font de la stratégie de spam en fait. Ils font beaucoup de stratégies issues du web 0,5. Et en fait, ça ne peut pas marcher comme ça. Un réseau social, ça repose sur des personnes, ça repose sur des affinités. Et vous gagnez du temps si vous arrivez à identifier quels sont les nœuds à l'intérieur de votre réseau. C'est une optimisation de ses forces en termes de communication, l'optimisation des ressources, temps et énergie.
Donc une approche personnalisée, optimisée des prospects, savoir qui il est, avec qui il est copain, quelles sont les personnes qu'il fréquente. Tout ce qui est communication, ça j'avoue que c'est la partie sur laquelle je travaille le plus aujourd'hui, c'est évaluer la portée des actions de communication. Est-ce que ça se diffuse comment, sur quel niveau de profondeur, quel est l'impact en termes volumétriques, et quels sont les infomédiaires, les relais qui sont les plus efficaces. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il vaut mieux communiquer avec 10 personnes, les bloquer dans un bureau pendant 2 heures, qu'envoyer un mail à 12 000 personnes. Si vous avez les 10 bonnes personnes, c'est beaucoup plus efficace et optimal en termes de stratégie de communication. Donc la cartographie, c'est aussi un outil de communication, ça a été dit. Bon, vous voyez les slides sont assez moches, la communication, c'est pas mon truc. Mais la cartographie, c'est clairement un outil de communication. Il y a l'effet, comme diraient mes amis, c'est l'effet bon, c'est bon. Et ça doit faire ça. Et c'est bien quand ça fait ça. Alors, c'est pas tout. Après, il faut que ça fasse d'autres choses. C'est le premier effet qui est sympa, qui permet d'afficher un poster à 0, comme j'ai entendu hier. C'est génial. Et après, qu'est-ce qu'on en fait avec cette donnée? En plus, ça peut apporter de l'information, mais si en plus l'information que la cartographie apporte, vous pouvez la mobiliser et prendre des décisions avec, là, c'est encore mieux. Donc, un outil de communication interne ou externe, avec sous-jacent des modèles de représentation. Et on le voit que c'est un outil de communication. Les infographies, ça sert strictement à rien. La donnée est souvent nulle derrière, voire erronée. Par contre, c'est clairement un outil de communication. C'est brandé avec la société qui a fait ça. Ça met en avant, ça laisse passer un message. Mais soit dit en passant, on est à 2 doigts de la manipulation sur certaines infographies. Et je vous invite à prendre énormément de recul vis-à-vis de ce bout des infographies. La cartographie, c'est aussi un outil de manipulation des données. Donc, certains outils cartographiques permettent de manipuler les données en live. Moi, je sais que je manipule des cartographies sur mes clients en direct avec plusieurs milliers de points. En quelques clics, on va générer une vue sur une question qui est posée. Il voit une cartographie avec 12 000 points, il dit là, je ne comprends pas. On va régénérer une vue de façon dynamique, entre guillemets, en tout cas assez rapide. Donc ce sont des outils de travail aussi éventuellement qui sont interfacés directement à la base de données. Ça c'est assez rare, mais c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que vous allez manipuler la donnée et le modèle de données sous-jacent ou la donnée structurée à l'intérieur va se remettre à jour en fait. Par exemple, vous fusionnez 2 nœuds, ils vont ajouter les niveaux de puissance des nœuds par exemple, et la base de données va se mettre à jour. Donc c'est à la fois un outil de visualisation, mais aussi potentiellement un outil de manipulation des données. Bon, c'est assez rare, puis il ne faut pas qu'il y ait trop de lignes dans la base. Donc mes conclusions, d'abord, c'est que la cartographie, ça permet de révéler le sens caché, faciliter l'accès à la navigation, ça a un impact visuel sur la mémorisation. Je vous apprendrai rien, des scènes au mieux qu'un discours, l'adage populaire en l'occurrence a vraiment un sens. Il y a une influence non verbale. En dehors du verbe, ça permet, sans s'engager, à travers une scène, de communiquer un message et d'influencer finalement. On a une représentation multidimensionnelle dans le temps, dans l'espace, et aussi à travers les relations des personnes. Et c'est un langage international. Une cartographie, les points, il n'y avait pas forcément de chiffres, de données à l'intérieur, c'est international. Quels sont les inconvénients? Le coût d'acquisition, de structuration des données. J'insiste, ça a été évoqué plusieurs fois hier. Moi, j'ai aucun problème avec les outils de cartographie. Je bute systématiquement sur les connecteurs de données. C'est clairement la chose qui est problématique. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme disait M. O'Reilly, monsieur assez intéressant dans le web, on n'a plus un web. Pourquoi aujourd'hui on a des personnes qui parlent des internets? Parce que Facebook, c'est pas vraiment Internet, c'est un écosystème à l'intérieur de l'écosystème web. Et pour relier Facebook, ça va demander ses propres règles, son propre modèle de données basé sur FOF, Friend of a Friend. On a tous ces réseaux qui sont imbriqués les uns dans les autres, qui ne sont plus le web. Et le coût d'acquisition des données est extrêmement lourd parce que les données sont protégées par les individus, et elles sont protégées aussi par les possesseurs de données qui font du business avec. Donc on a un modèle sous-jacent qui va souvent être non universel. Quand vous développez un connecteur pour Facebook, vous le développez pour Facebook. Vous devez ensuite développer pour LinkedIn, ensuite pour Viadeo, ensuite pour X, ensuite pour Y. Clairement, on doit à chaque fois qu'on veut mapper une donnée, structurer un connecteur, et c'est assez pénible. Moi personnellement, puis je suis assez nul en informatique aussi, donc ça veut dire qu'à chaque fois je dois passer à la caisse pour qu'il y ait un informaticien qui paye et qui développe les connecteurs derrière. On a ensuite des freins culturels aujourd'hui. En France, les entreprises ne sont pas passées vers la cartographie. C'est joli, c'est beau, ça fait beau sur un bureau, mais une fois qu'on en a une, on n'a pas le réflexe d'utiliser cette cartographie pour réfléchir et pour se poser dessus. Et ça
pense que c'est juste un changement de posture par rapport à la cartographie, qui est un peu gadget, ça fait pas très sérieux, ça fait pas très bien reçu. Donc on a un temps de traitement qui peut être assez important. J'ai entendu parler de temps réel plein de fois. Je suis désolé, je ne spatialise pas 150 000 points en l'espace d'une seconde. Ça demande un certain temps de traitement, de calcul, j'aimerais bien. Mais des fois, j'ai une machine qui tourne toute la nuit pour générer une vue. Donc, je commence par la vue la plus grosse. Et une fois que la vue la plus grosse est traitée, après, je vais générer les vues secondaires. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Et après, je ne sais pas ce qu'il y a pas de bien dans la cartographie, je n'arrive pas à trouver. Tout ça pour dire que la cartographie, voilà, si vous réfléchissez, c'est pas super ce truc en fait. Voilà, on s'aperçoit que si on avait structuré le graphe autrement, on se serait aperçu qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients en fait. C'est une petite... Je vais demander juste un petit service, est-ce qu'on peut couper la caméra? Oui. Alors après, il y a des cas secondaires, les associations, les organismes non gouvernementaux, les associations, les entreprises, elles sont là pour faire de l'argent. Et moi, je suis là pour les aider avec la cartographie à prendre les bonnes décisions pour optimiser leur entrée d'argent. Voilà. Donc, j'avais demandé juste de couper, j'ai pas forcément envie que les cas c'est vraiment des cas sur lesquels j'ai travaillé pour certains clients. Pierre Favre, c'était un exemple avant-vente, donc je me sens tout à fait libre de le diffuser. Les autres, c'était vraiment très désintéressant. Merci beaucoup Frédéric. Il y a des gens qui se sont demandé et qui m'ont fait signe en me disant que tu avais pris plus de temps que prévu. Non, mais ils ne savent pas qu'on avait négocié avant. En fait, Gilles lui avait vendu 10 minutes et moi je lui ai vendu également mon temps de parole. Donc c'est quelque chose qui a été négocié, il n'y a pas de problème. Donc merci beaucoup pour ton intervention sur la part de la cartographie et surtout pour les illustrations et les nombreux exemples que tu nous as présentés, que tu as bien voulu partager avec nous. Vraiment, je le répète encore, je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui te connaissent à travers tes nombreuses contributions. Ben, voilà, je vois des personnes qui acquiescent. Tes nombreuses contributions sur Internet, on a eu l'occasion de te voir là sur cette cartographie, sur ces nombreux réseaux sociaux. Mais je pense que le meilleur, c'est de te voir en off du séminaire de la cartographie. Alors, je regarde le programme, normalement on doit passer à la présentation de Chloé, mais je pense que comme les 2 premières présentations sont complémentaires et que les 4 suivantes concernent des outils de veille, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions à Gilles ou à Frédéric, je pense qu'on va faire ça. D'accord? Non, je ne demande pas d'autorisation, j'ai décidé. Merci. Moi j'ai une question pour Frédéric. En fait, je crois pas qu'il y a un biais, je vais faire la journée au niveau des réseaux sociaux. Je prends par exemple de LinkedIn, on connaît le système des moteurs de recommandation d'amis, moteurs de recommandation donc des personnes connectées au réseau, mais il y a aussi en fait des faux messages, c'est-à-dire que LinkedIn envoie des messages de demande d'amitié, enfin de demande de connexion réseau qui ne proviennent pas des personnes elles-mêmes. Nous, on l'a vérifié, donc oui, elles ne proviennent pas des personnes. Alors, écoutez, nous, on l'a vérifié exactement le mois dernier. Non, c'est-à-dire qu'une personne a reçu donc une demande de rejoindre le réseau d'une autre qui ne l'avait jamais envoyé. Ah oui, mais les gens ont cette manie de jamais se souvenir qu'ils ont cliqué au mauvais endroit et à quel moment ils ont cliqué au mauvais endroit. Ça, c'est un truc, moi, une fois j'ai fait ça, j'ai cliqué au mauvais endroit, j'ai envoyé une invitation sur Facebook à 500 personnes. Non, mais écoutez, là, franchement, on parlera de ça parce que ça ne m'est jamais arrivé. Alors par contre, qu'on ait des choses très invasives de ces sociétés-là qui vont jusqu'à vous pousser à vraiment dégager et enclencher le clic qui va générer la mise en relation, je suis d'accord. Qu'on ait des choses extrêmement invasives qui
vont essayer de répondre. Encore maintenant, ça s'est quand même amélioré au tout début. Carrément, on téléchargeait votre fichier, l'adresse Gmail ou autre, on envoyait des recommandations, c'était quasiment transparent, ça s'est quand même un petit peu calmé. Sur LinkedIn et Viadeo, c'est relativement clean, particulièrement sur LinkedIn. Moi, ce que je sais, c'est que sur une cartographie que j'ai faite, celle sur l'intelligence économique, j'ai eu une demande de retrait du nom de la personne. Et quand j'ai discuté avec elle, elle me dit j'ai rien à faire dans cette cartographie. Je dis mais moi je pense pas que vous ayez rien à y faire. Parce que la donnée que j'ai collectée, elle n'a pas de biais. Si vous y êtes, c'est qu'il y a une relation entre vous et ce contact-là. Et en discutant, oui, mais je ne connaissais pas bien les réseaux sociaux. Au début, j'ai ajouté toutes les personnes et n'importe comment et n'importe qui. Et donc, ça c'est une chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur LinkedIn, on a un moteur de recherche qui pousse à la recommandation de façon très forte, mais qu'à chaque fois, le clic est déclenché. Ce n'est pas quelque chose qui est transparent ou invisible pour l'utilisateur. Deuxième chose, les biais, je suis d'accord, il y en a. Et dans la recherche, c'est super important. Dans l'entreprise, moi, je pars du principe que si on a un biais jour J plus 1 et jour J plus 2, tant que c'est le même biais, on peut travailler. Parce que sinon, on ne travaille plus. Si on écoute les chercheurs, on va passer notre temps à faire des fichiers de la donnée, de traitement statistique. Et finalement, on ne fait plus rien en entreprise. On ne fait plus rien parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les budgets de faire. On n'a pas les budgets pour 500 000 € pour faire de la R&D, à discuter sur le pourquoi du comment, la sémantique, les ontologies, ceci, cela. Moi, je suis désolé, c'est ma réalité en entreprise. Aujourd'hui, on veut des outils qui augmentent la productivité, qui permettent de traiter plus de données et qui permettent de virer des personnes. Voilà. Les choses, elles sont dites. On ne veut pas quelque chose qui nous calcule des ontologies. On ne veut pas savoir s'il y a des biais. On veut juste savoir que quand on prend une décision, on a un gars qui vous a dit que les données qui permettaient de prendre la décision restaient relativement fiables pour prendre cette décision-là. Et le gars qui fait la recommandation, en général, un consultant ou un gars en interne, à ce moment-là, il pose certaines choses sur la table et il s'apprête à se les faire couper si ça ne marche pas, et s'il a fait une mauvaise recommandation et que ça ne marche pas très bien. Et c'est pour ça qu'on externalise aussi beaucoup de choses aujourd'hui en entreprise. Les personnes qui peuvent poser des questions, d'accord, mais après on passe à l'intervention suivante. Merci. Alors, je reviens donc à l'intervention sur les réseaux sociaux. La cartographie qui est présentée en général donc, les relations entre les groupes de travail, c'est surtout au niveau organisationnel. Oui. Donc nous, en tant que professionnels de l'information, on se voit identifier donc, à travers ce premier exemple, la cartographie d'information de l'entreprise. Effectivement, surtout au niveau de la gestion des connaissances, si vous voulez. Donc il y a toute cette information passive, toute cette information non déclarée qui échappe donc, au système donc, au niveau de l'entreprise. Et je pense que c'est un exemple très concret qui permet aux professionnels d'information un peu de mettre la main sur ce genre d'information qui est très important au niveau de la stratégie de l'entreprise. Évidemment, donc, il y a des exemples de ce genre. Alors, deuxième chose, ce que je vois, c'est la cartographie de l'information pour les clients, donc les réseaux sociaux pour les clients. Alors, effectivement, les clients, ils développent leurs propres connaissances. Donc, il y a la gestion des connaissances des clients pour l'entreprise. Et c'est très important. Je vous demande aussi si vous pouvez nous parler un peu, si vous avez développé donc, des applications pour ce genre de clients, tout ce qu'il y a comme information qui développe sur les produits de l'entreprise, les relations entre les clients, etc. Et alors, bon, je m'arrête là, je vous remercie. D'accord, on va prendre la question suivante. D'accord. Alors bonjour. Nous avons bien compris qu'en général on fait de la cartographie, c'est qu'il y a des problématiques qu'on cherche à résoudre, autrement moins à éclairer. Alors, quand vous basez pour résoudre ou éclairer ces problématiques sur les réseaux sociaux, c'est que bon, je pose une question, est-ce que toutes les questions, les problématiques, surtout en entreprise, on va les approcher à travers les réseaux sociaux? C'est vrai lorsqu'il s'agit de problématiques TIC où la communauté des internautes est la plus concernée,
mais sur des questions un peu plus, je dirais, industrielles ou autres, je pose la question, est-ce que c'est le bon endroit, premièrement? Et même si c'est le bon endroit, est-ce que la tranche de la population internationale qui en parle sur les réseaux sociaux est la tranche la plus représentative? Est-ce qu'au moins, vous pouvez me confirmer ce constat? Et si vous en êtes conscient, est-ce que vos clients, vous leur dites, voilà, la cartographie va approcher votre problématique à 10%, 20% de la réalité? Voilà. Okay. Je vais répondre à la toute première question et après je te passerai le relais. Première question, c'était les types d'applications qu'il y a sur l'analyse de réseaux sociaux organisationnels. En fait, il y a pas mal de cas. Alors, pour être très honnête, il n'y a pas beaucoup de clients qui font ce type de demande-là. Il y a une vraie prise de conscience. Je parle de l'analyse de réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup de cas là où l'humain est important, et notamment les sociétés de conseil, en fait, dans le secteur. C'est pas le client qui demande, mais c'est l'entreprise qui offre. Donc, c'est donc de cartographie d'information sur ses clients, pour un peu, pour sa stratégie future, comment il va développer un tel produit, etc. Plus dans une logique de, on va dire, de veille concurrentielle, du CRM. Enfin, moi, je n'interviens pas sur ces aspects-là, mais je ne sais pas si toi, tu Moi, je suis pas. Enfin, après, on fait de la veille client comme on fait de la veille concurrentielle, en fait. On s'intéresse à son activité, à ses propres clients à elle, si on a un B2B2C. Et l'idée, c'est juste de pouvoir, aux commerciaux, leur apporter un maximum d'éléments pour que quand ils aillent en entretien, ils sachent un petit peu ce qui se passe chez leurs clients, qu'ils n'arrivent pas comme des touristes. Voilà, donc, c'est de l'acculturation, tout simplement, c'est de la veille, pas concurrentielle, mais c'est de la veille sur les clients. On sait pas. Après, on fait de la cartographie ou pas, ça dépend si ça apporte quelque chose. Moi, je fais de la cartographie, mais je ne vends pas toutes les sauces, quoi, à un moment donné. Il faut que ça ait une valeur ajoutée par rapport à un fichier à plat ou par rapport à une veille texte. Tout simplement parce que l'énergie qu'on doit déployer pour modéliser, pour traiter, il faut un bon CRM bien alimenté, c'est-à-dire en mettant des coups de pied aux fesses des commerciaux qui remplissent les cases qui vont bien, c'est souvent les meilleurs que une cartographie. Deuxième question, je vais commencer par la fin de votre question. Est-ce que vous dites à vos clients qu'il y a 10%, ça répond à 10% de leurs problématiques? À chaque élection en France, nous, on a un truc qui s'appelle les sondages, qui est magique, sur un échantillon représentatif de 1000 personnes, sur je sais pas, 30 millions d'électeurs, quelque chose comme ça. Donc, voilà, moi, si j'arrive à récupérer 1% de 250 millions d'utilisateurs sur un réseau social, j'estime que si, à un moment donné, j'ai un tirage aléatoire qui est fait correctement, si je considère que c'est représentatif de ma population, les personnes qui sont dans le réseau social par rapport à la population mère, ce qui n'est pas toujours le cas, et là-dessus je prends quand même des gants pour dire attention, c'est que des gens qui sont connectés sur les médias sociaux, il y a un biais sur ceux qui sont présents, mais après, une fois qu'on traite cette donnée-là qui est à l'intérieur, on peut travailler par échantillonnage, par prélèvement aléatoire, comme on peut travailler sur la population. Et le reste de votre question, c'était ça. Okay. De toute façon, moi, mes clients, mon objectif, c'est de rendre un maximum de jours. Si je raconte n'importe quoi, c'est pas grave. Il y en a forcément, mais à un moment donné, c'est pareil, la même question sur les biais. Si on n'a pas la donnée, on ne la prend pas. On va essayer de la collecter. On fait avec les jeux de données qu'on a à disposition et on essaye de voir si c'est exploitable. Effectivement, si on ne l'a pas... un jour, j'ai un client qui voulait faire la veille sur les nanotubes. C'était il y a 5 ans en arrière. Il y avait 3 documents sur les nanotubes quand on faisait google.com. On lui a dit, gars, pas maintenant, attends un peu, on va voir après, avant de claquer 50 000 € dans une solution de veille, on va attendre, et quand il y aura plus de documents, on fera quelque chose. Voilà. Pourquoi? Parce que je préfère qu'ils prennent des jours, moi, plutôt qu'un logiciel. Voilà. Oh, je suis